Et donc aujourd'hui, notre seule survie, heureusement, nous l'avons due à la gendarmerie nationale qui s'est déplacée immédiatement, qui a fait des constats d'usage. Donc nous on voit par rapport à ça, la gestion de la crise Chrysomet l'année dernière, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que on nous a prévenu 48 heures à l'avance des traitements aériens. Et nous, il y a des collègues qui ont 3-4 ruchers dans les zones concernées, puisqu'ils habitent sur place. Hein, c'est des agriculteurs, et on ne déménage pas les ruches comme ça, hein, même si on en transhume une partie. Il y a quand même des ruchers, et puis des apiculteurs qui ne sont pas équipés pour transhumer. Donc ils avaient 48 heures pour enlever les ruches, qui pleuvent, qui ventent et tout, surtout que c'était une saison pourrie, c'était pas forcément facile d'accès dans les ruchers. Il faut trouver la solution, bouger des ruches, plusieurs ruchers dans la nuit, ça pose des problèmes techniques. Donc ce produit utilisé en traitement des termites, qui sont quand même des bestioles assez blindées, est arrivé en agriculture lors de la transformation des différentes sociétés qui ont succédé à Rhône-Poulenc. C'est un produit qui a été mis au point par Rhône-Poulenc. Rhône-Poulenc a disparu, a été fusionné avec une autre entreprise allemande qui a formé un groupe qui s'appelait Aventis, je crois, à l'époque. Aventis a décidé de se restructurer sur les médicaments et abandonner les produits à destination de l'agriculture, a revendu ce produit à Bayer. Là, les apiculteurs ont glissé une peau de banane à Bayer, en ce sens qu'on a fait valoir qu'il était en situation de monopole, et il a été obligé de revendre à son collègue BASF, qui est encore plus gros que Bayer d'ailleurs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que malgré ces 4 transactions, on s'est quand même aperçu qu'il n'existait aucune autorisation légale, aucune autorisation de mise en marché. Tout au plus, on nous a montré des autorisations provisoires, plus ou moins antidatées, etc. Et vu la dangerosité du produit, non seulement il aurait dû avoir une AMM, mais pour obtenir l'AMM, il aurait dû avoir le consentement de 4 ministres, l'agriculture, l'environnement, la consommation, la santé. Or, ces documents, ils ne les ont jamais fournis. Donc, on a affaire à la vente d'un produit où l'État était impliqué, puisqu'au départ, on était sur une entreprise nationalisée, et c'est comme si un particulier réussissait à vendre une voiture, il y aurait 4 transactions sans présenter de carte grise. Les entreprises, aujourd'hui, comme elles investissent plus de 10%, comme je le disais tout à l'heure, de leur chiffre d'affaires dans la recherche et la mise au point de nouvelles solutions, je pense qu'il faut que les autorités puissent évaluer rapidement les innovations qui en général répondent davantage aux besoins du citoyen et du consommateur. Et c'est là où on voit l'intérêt d'une autorisation provisoire de vente, c'est-à-dire qu'un produit qui présente beaucoup d'avantages et beaucoup de côtés positifs peut aller plus vite sur le marché. Alors personnellement, en tant que citoyen, mais même en tant que chercheur, j'ai du mal à comprendre, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse autoriser une mise sur le marché d'un produit, quel qu'il soit OGM ou insecticide systémique ou d'un produit phytosanitaire, sans avoir complètement terminé toutes les études qui étaient requises pour avoir une vision globale et complète du produit. Donc, toute autorisation provisoire dans l'attente d'études complémentaires qui démontreraient éventuellement que tout va bien, me paraît pas une bonne stratégie. Mais comment l'administration française peut-elle tolérer que des produits aussi dangereux soient sur le marché avec des autorisations fantoches? Alors, il faut quand même comprendre que dans cette affaire Gauchot, on a permis à des juges d'aller finir des carrières au soleil. On a un premier juge à Paris, qui s'appelait Ripoll, qui s'intéressait même à l'aspect financier de la société Bayer, et à un certain moment, il est devenu très gênant. On l'a expédié à Tahiti, à Papeete. Peinard, fin de carrière à Tahiti. Il a dû rentrer le soir à la maison, expliquer le topo à sa femme, il dit « Arrête de nous emmerder avec tes problèmes, là. On va passer quelques années à Tahiti, impeccable. » Après, il y a eu le cas du juge Gary de Saint-Gaudens, qui lui, Tahiti était pris, dommage pour lui, il est à Mayotte. On a compris ensuite également que ce n'était pas tant les ministres
qui avaient du poids dans les ministères comme à l'agriculture, mais plutôt les hauts fonctionnaires. Parce que quand un ministre arrive, comme ça a été le cas là ces jours-ci, il arrive dans son ministère, il arrive peut-être avec de très bonnes intentions, mais les fonctionnaires qui sont en place depuis 20-30 ans, des fois, lui font comprendre que lui, il va peut-être pas rester longtemps, moins de 6 mois souvent, et qu'eux, ils seront toujours là. Et donc, il est obligé de composer avec ces gens-là et d'en passer pratiquement par ce qu'ils décident. Donc, on a l'impression, parce qu'on est soi-disant dans une démocratie, que le pouvoir appartient au politique qui a été désigné pour l'assumer, mais en fait, il appartient aux fonctionnaires qui ne risquent rien, parce que c'est très difficile à déboulonner ces gens-là, et de toute façon, ils ont l'assurance que si un jour il leur arrive des problèmes, ils iront pantoufler chez un industriel, Bayer, etc., et ils finiront une carrière encore mieux payée que s'ils étaient restés fonctionnaires. Donc, ils n'ont pas grand-chose à perdre. En parlant de fonctionnaires, on ne peut omettre d'évoquer le rôle crucial de l'INRA dans le système pesticide. En France, très très importante. Jean Bustaret a créé l'INRA en 1946, et Bustaret, alors là, Bustaret, il joue un rôle gigantesque en France dans ces années-là, parce qu'en 1946, il va faire un voyage aux États-Unis, un de ses premiers voyages en avion transatlantique de l'après-guerre. Il va en Amérique avec un de ses collègues, et il ramène des